Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste où je retrouve une nouvelle fois pour cette capsule santé Camille. Bonjour Camille. Salut Arnaud, comment ça va ? Eh bien ça va bien, écoute, je suis ravi de t'accueillir à Lyon pour enregistrer cet épisode qui s'annonce hyper inspirant, hyper intéressant. Comme toujours, puisque nous ne sommes pas que deux aujourd'hui, nous recevons avec nous une experte consacrée à l'univers fascinant de la préparation mentale. Alors si nous avons déjà eu effectivement par le passé l'opportunité d'explorer ce sujet avec Laure Ballanger dans un épisode précédent, nous avons décidé, suite à vos différents commentaires également, d'y revenir aujourd'hui car il reste véritablement passionnant et essentiel à notre développement personnel et professionnel. Ouais, aujourd'hui on a la chance d'accueillir une experte du domaine, c'est Antea Juin. Donc Antea, tu me dis si je me trompe, mais tu es bien plus qu'une préparatrice mentale, tu es préparatrice physique, tu es coach professionnel, tu es aussi sophrologue, professeur d'arts martiaux et de sport de combat, j'ai cru lire. Du coup, tu m'as l'air d'être quelqu'un d'hyper polyvalent et en plus de ça, t'es une runneuse, t'es une athlète et t'es vraiment aujourd'hui une référence. En tout cas, ton nom est revenu souvent quand j'ai demandé des recommandations dans le domaine de la préparation mentale et physique. Alors oui, bonjour à tous. Eh bien, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Donc en effet, moi je suis préparatrice mentale. J'exerce du côté d'Annecy. Alors par contre, je ne sais pas qui vous a dit que j'avais fait des arts martiaux. Je ne fais pas d'arts martiaux. J'en ai jamais fait. Je viens plutôt du... Peut-être dans le futur. Dans le futur, peut-être. Peut-être que tu le sais pas encore. Exactement. Ça me fait rire comme entrée en matière. On m'a jamais présenté comme ça. Mais moi, je viens plutôt de l'univers du handball. J'ai été sportive de haut niveau en handball. J'ai eu un parcours classique où j'ai fait sport études et j'ai joué jusqu'en National 1. Et puis en effet, maintenant, je suis athlète aussi d'ultra-endurance. Je fais partie de la team New Balance France. Et donc, je prépare mentalement des sportifs de tous horizons, de tout niveau, car la préparation mentale n'est pas seulement réservée aux sportifs de haut niveau. Ça, je le dis toujours, que c'est important de le comprendre. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et je me suis orientée assez naturellement dans cette voie parce que moi-même, en tant qu'athlète, j'ai beaucoup utilisé des techniques de prépa mentale. Et donc, je voulais pouvoir transmettre au plus grand nombre les outils qui permettent d'optimiser son potentiel, tout simplement. Ouais, c'est une belle présentation. Un grand merci. C'est vrai que moi, je te suis également sur les réseaux. Tes photos sont superbes. Nous font voyager à chaque prise. Donc, je te suis effectivement avec la team New Balance. Et c'était intéressant que tu puisses te positionner. Donc, c'est vrai que parfois, le handball, à haut niveau surtout, et les arts martiaux, il peut y avoir parfois... parfois, ça peut ressembler. Mais c'est vrai qu'au cours de cet épisode, on va plonger dans l'univers de la prépa mentale sous les différents angles. Parce que, comme tu l'as dit, ça ne s'adresse pas qu'aux professionnels. Toute personne peut en bénéficier, non pas pour performer dans le sport, mais juste pour s'élever soi-même et se sentir mieux dans son corps et mieux dans sa tête. Et puis, tu nous partageras également, de par ton parcours, tes expériences qui t'ont marqué, qui t'ont amené à faire en sorte que la prépa devienne ton métier. On va explorer les différentes techniques, les stratégies, les outils que tu peux utiliser aussi avec tes clients. Ça va être intéressant que tu nous donnes quelques astuces, mais je vais laisser Camille lancer les premières questions que l'on a préparées ensemble justement pour répondre aussi aux questions des auditeurs et des auditrices. Alors déjà, Antea, est-ce que pour commencer, tu peux peut-être nous raconter comment est-ce que tu en es venue à devenir préparatrice mentale ? Qu'est-ce qui t'a conduit à ça et comment est-ce qu'on fait d'ailleurs pour devenir préparateur ou préparatrice mentale ? Ouais, tout à fait. Moi, à la base, j'ai un métier classique puisque je suis responsable commercial. J'ai fait une école de commerce et j'ai toujours fait en parallèle du coup du sport à haut niveau. Et donc, j'ai toujours été assez fascinée par le lien qu'il pouvait y avoir entre le mental, le corps, la performance, etc. Donc, c'est des choses que j'ai beaucoup explorées personnellement. Et puis ensuite est arrivé quelque chose qu'on a appelé le Covid, qui a entraîné chez moi une grosse remise en question sur mon métier. Et donc, après le Covid, je suis repartie faire des études. J'ai repris à 30 ans les chemins de l'université. Je suis allée à l'université de Lille où j'ai suivi un cursus de psychologie du sport et de préparation mentale.
Et donc, c'est comme ça que j'ai obtenu mon diplôme pour aujourd'hui. Voilà, j'ai mon cabinet sur Annecy et voilà, je dédie une grande partie de mon temps à cette activité-là. Donc, c'était vraiment une volonté de ma part de me réorienter dans des métiers qui ont du sens aussi. Alors, pour être très honnête, j'aurais adoré être psychologue. Après, ce sont des études qui sont très longues, hein. On parle de 5 ans. La psychologie, c'est très protégé aujourd'hui en France. Donc, il fallait retourner en L1. Je n'étais pas forcément prête. Donc, je me suis orientée vers de la préparation mentale, qui est une sorte de thérapie alternative, hein, et qui me permet aujourd'hui quand même d'aider des sportifs dans l'optimisation de leur performance, dans leur bien-être. Voilà, donc je trouvais que c'était un bon compromis pour moi. Alors c'est intéressant et ça m'amène sur la deuxième question que j'ai envie de te poser. Tu as parlé de psychologue, hein. Quelle est la différence? Parce que on fait beaucoup peuvent faire le raccourci maladroit entre la prépa mentale et la psychologie du sport. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Antea, nous expliquer la différence entre la prépa mentale et la psychologie du sport qui pourrait être dispensée par un psychologue? Tout à fait. Donc, il faut savoir que les deux démarches, elles sont intimement liées. Il s'agit dans les deux cas d'accompagner un individu à être plus performant dans son domaine. Sauf que la psychologie clinique, elle amène à une approche davantage tournée vers la santé mentale et le mieux-être, dans le sens où la psychologie du sport, c'est une science qui consiste à appliquer au sport et à l'activité physique en général les principes de la psychologie, souvent dans le but d'améliorer les performances. Donc, en gros, en psychologie du sport, on va aborder les notions qui permettent de mieux comprendre le sportif. On va parler de confiance, on va parler d'estime, on va parler de gestion des émotions. Et on va souvent, c'est comme ça que je l'explique moi aux personnes qui viennent me voir, c'est qu'on ne va pas forcément chercher la cause en préparation mentale quand on va vraiment aller la chercher en psychologie. Nous, en préparation mentale, on n'est pas forcément habilité à le faire parce qu'on n'a pas c'est pas qu'on veut pas ouvrir ces boîtes de Pandore du pourquoi. C'est que on va plutôt s'intéresser aux symptômes et donc le but, c'est plutôt d'aller travailler sur les outils, sur les méthodes pour aller diminuer ces symptômes, voire les annihiler, faire en sorte qu'ils n'existent plus, hein. Donc là, on va plutôt parler de relaxation, de techniques de respiration, de techniques d'imagerie mentale. Donc c'est là où est la différence. Est-ce que l'on pourrait dire en TA que le coach mental, le préparateur mental va regarder sur le présent et le futur et le psychologue, lui, va plus aller chercher en tout cas des points d'appui dans le passé? Alors, le psychologue va chercher des points d'appui dans le passé, mais peut aussi travailler sur le présent et le futur. Il y a des psychologues qui font des thérapies qui balayent, on va dire, les 3 temporalités. Sauf qu'en effet, la préparation mentale c'est pas qu'on va pas s'intéresser au pourquoi. Moi, j'encourage toujours les gens qui viennent me voir à s'intéresser à pourquoi et je peux les réorienter vers des confrères psychologues si possible. Mais une fois qu'on a trouvé le pourquoi, le but, c'est que ça ne nous embête plus dans la vie d'aujourd'hui. Si j'ai compris que je manquais de confiance en moi parce que quand j'étais petit, à l'école, c'était compliqué, etc., c'est très bien d'en avoir conscience. Après, si ça me pose toujours des problèmes dans ma vie d'adulte, c'est bien aussi d'avoir des techniques, des outils pour faire face à un moment donné. OK, là, ma confiance en moi, elle est en train de chuter parce que j'ai ancré quelque chose un peu plus jeune. Mais là, je sais faire face, en fait, parce que j'ai une technique de relaxation, parce que j'ai une technique d'imagerie mentale qui, à un moment donné, peut me faire réduire ces sensations de manque de confiance en moi ou de perte de confiance en moi. Donc, vraiment, la préparation mentale, c'est très concret. C'est ce que j'explique souvent, c'est des outils. On va moins aller chercher dans la psychologie vraiment clinicienne des choses, quoi. Est-ce que tu peux nous lister, j'imagine que c'est non exhaustif, mais un peu les outils et les techniques que vous utilisez en préparation mentale? Tu en as évoqué quelques-unes, mais juste pour qu'on soit un peu complet. Ouais, bien sûr. Bon, il n'y a pas de formule magique, hein, dans le sens où on est tous différents, on a tous notre personnalité, on a tous notre bagage personnel, émotionnel. Donc, un outil qui va parler à quelqu'un pourrait être inutile pour quelqu'un d'autre. D'où l'utilité d'avoir beaucoup d'outils en prépa mentale. On va utiliser, par exemple, si
on va dire la problématique ou en tout cas le diagnostic général, par exemple, c'est de la gestion du stress. On va pouvoir utiliser du contrôle respiratoire, de la relaxation, de la méditation, par exemple. Si le diagnostic principal, c'est plutôt la confiance en soi, le manque de confiance en soi ou l'excès de confiance en soi, ça peut être aussi ça, on va aller vers des outils de discours interne, de bulles de performance, d'imagerie mentale ou de reconnaissance de ses forces et de ses ressources, par exemple. Il y a un outil aussi qui est très pertinent en prépa mentale, c'est la fixation d'objectifs. Beaucoup de choses découlent d'ailleurs de la fixation d'objectifs. Il y a aussi des notions d'activation qu'on va beaucoup utiliser en prépa mentale, avec la notion de routine de performance. Ça, c'est un vrai outil qui aujourd'hui nécessaire quand on veut aller vers la performance. Il y a des outils également, par exemple, de switch, d'auto-hypnose. On utilise beaucoup l'auto-hypnose et l'hypnose dans la préparation mentale. On peut aller, tu as parlé de la sophrologie, on peut aller vers des outils typiques de la sophrologie. Ou encore, par exemple, des stratégies de coping, c'est-à-dire des stratégies pour faire face. Voilà, ça c'est une liste non exhaustive et il en existe plein. Et du coup, autre question. Alors, toi, tu es préparatrice mentale. Est-ce que tu te prépares... Deux questions. Est-ce que tu te prépares mentalement toute seule ou est-ce que tu fais appel à quelqu'un ? Et quelle technique, par exemple, tu utilises pour toi, si c'est pas trop intime, bien sûr ? C'est marrant cette question parce que je suis, moi, dans ma phase d'athlète, dans une phase compliquée où j'ai eu une année difficile sportivement parlant et j'ai refusé pendant quelques mois d'aller voir une préparatrice ou un préparateur mental parce que moi-même, je suis préparateur mental jusqu'à ce que j'ai le déclic il y a un mois en me disant c'est pas parce qu'on est coiffeur qu'on sait se coiffer, c'est un peu ça. Donc, en effet, je suis suivie par une Souvent le cordonnier le plus mal chaussé, comme on dit. Hein. Exactement. Donc, en effet, je me fais accompagner aujourd'hui. Je l'ai fait même d'ailleurs trop tardivement, ce qui peut paraître un peu bizarre pour une préparatrice mentale, mais c'est révélateur aussi de ce que ça dit aujourd'hui, de la position de la préparation mentale aussi on va dire dans le paysage sportif aujourd'hui. Mais dans tous les cas, avant ça, bien sûr, j'utilise des techniques de préparation mentale sur moi. Avant même d'être préparatrice mentale, je le faisais. Déjà, la première chose, c'est de mettre au clair mon objectif avant chaque course que je fais. Ça, pour moi, c'est la base de tout. C'est pas se focaliser seulement sur son objectif de résultat, par exemple gagner sa course, mais sur un résultat qui ne dépend plutôt que de moi. C'est-à-dire, on va définir les actions concrètes et spécifiques que moi, je vais mettre en place pour parvenir à mon résultat. Par exemple, changer de chaussures à mi-course, toujours sortir mes bâtons en montée, embrasser systématiquement les gens que j'aime et qui sont au ravitaillement, par exemple, pendant mes courses d'ultra-trail. Et ça va me permettre de toujours être focus sur moi, sur ce que je peux contrôler et de toujours me replacer dans le moment présent également, dans la tâche. Donc, j'ai vraiment le souci de définir mes tâches en amont pour pouvoir performer. Et surtout de me focaliser sur ce que je veux et non pas ce que je ne veux pas. Par exemple, si je ne veux pas faire une hypo, j'essaie de me dire, OK, tu ne veux pas faire une hypo, donc tu veux quoi ? Eh bien, je veux manger quelque chose toutes les 40 minutes. Voilà. Et donc ça, c'est des petits twists de langage, mais qui sont très importants. C'est plus sur le positif que sur le négatif, en fait. C'est un discours qui est plus centré sur la solution que le problème. Ouais, au-delà du négatif, parce qu'un discours négatif, j'ai envie de dire, c'est presque quelque chose d'assez naturel, mais le but, c'est d'avoir préparé en amont ce que moi, j'appelle des pensées boucliers. Donc moi, mes pensées boucliers, je les ai préparées en amont. J'ai fait la liste de toutes les pensées parasites qui pouvaient potentiellement me traverser pendant une course. Et Dieu sait qu'il peut y en avoir quand on court 100 à 120 km dans la montagne. Et puis, à côté, je vais me faire une liste de toutes les pensées que je vais mettre en face. Donc, j'y arriverai jamais, c'est foutu, c'est trop dur, j'ai pris trop de retard, ça fait 3 fois qu'on vient de me doubler alors que normalement, c'était pas comme ça que ça devait se passer. J'ai préparé en amont des choses que j'allais me dire en face, c'est-à-dire, mais t'es exactement là où tu veux être. Tu t'es entraîné pour, tu sais que ça passe toujours, lève la tête, regarde autour de toi. Et j'apprends par cœur ces pensées boucliers pour qu'elles soient beaucoup plus facilement activables pendant la course. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Et puis aussi, quelque chose que je fais beaucoup et que j'enseigne, on va dire beaucoup, c'est la notion d'intention. Qu'est-ce que moi j'ai envie de ressentir pendant ma course ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre pendant cette course ? Quelle coureuse j'ai envie d'être ? En quoi j'ai envie de me transformer ? Plutôt aller sur l'intention que seulement sur un temps, une place, mais vraiment définir l'intention et d'ancrer les sensations qui sont liées à cette intention. Et ça, c'est assez important.
Donc, je dirais que c'est vraiment les techniques que j'utilise le plus pour moi, en tout cas. Merci beaucoup. Je trouve que la technique, tu vois, des pensées boucliers, je la connaissais pas, et même de se dire que en amont, tu prépares quelle coureuse tu veux être, et je remets ça en contexte sur les épreuves d'ultra en vélo. Et c'est vrai que moi, c'est jamais un truc que j'ai préparé, ou mentalement, des fois, j'ai pu fissurer assez rapidement parce que du coup, j'avais pas ça, et que, ou même, tu vois, sur quel type de coureuse tu veux être avec les autres. Et moi, je sais que sur la dernière Race Across France à laquelle j'ai participé, il y a beaucoup de gens qui venaient me parler du podcast, et il y a beaucoup de gens qui venaient, et moi je venais vraiment en mode genre, je suis anonyme, je connais personne, je vais en chier, et j'ai pas envie de... En fait, j'étais vraiment dans le dur, et j'avais été très malade 3 jours avant, et j'avais pas du tout envie de parler. Et du coup, j'ai dû me dire, rappelle-toi qui tu veux être en tant que personne, et sois gentil avec les gens. Je leur dis pas, non, là c'est trop dur, en fait, faut pas qu'on parle. Et j'ai passé les 100 premières bornes, tu vois, à essayer de me remettre là-dedans. Et du coup, tu vois, je penserai à toi maintenant, quand je préparais des trucs, en me disant, préparer des pensées boucliers et quelle personne j'ai envie d'être pour pas, tu vois, pour me sauver la vie un peu. Non, mais c'est vrai, la notion d'intention, on l'oublie. Alors souvent même, on peut le mettre à plus petite échelle, c'est-à-dire l'intention qu'on peut y mettre dans une course, qui c'est qu'on veut être. Mais ça peut être également au niveau d'un entraînement, avant même la séance, de prendre 2 minutes. Quelle personne j'ai envie d'être dans cet entraînement? Et c'est OK de se dire, en fait, j'ai envie d'être une personne complètement feignante dans cet entraînement, sauf que c'est l'intention que j'ai envie d'y mettre, et je suis OK avec ça. Et donc, go, on y va comme ça. Ou alors, là, j'ai envie d'être plutôt la lionne, ou j'ai envie d'être comme mon coureur préféré dans cette séance, etc. Parce qu'on ne peut pas avoir la même intention tout le temps. Et c'est très compliqué d'avoir de même le même niveau d'intensité, d'intention, etc., etc. Donc, plus on a à l'entraînement mis plusieurs différents types d'intentions, différents types d'intensité d'intention, plus c'est facile de reproduire après. Tu vois, je trouve que ce que tu viens de nous expliquer va changer la journée, probablement la semaine, de beaucoup d'auditeurs et beaucoup d'auditrices. C'est juste mon avis, mais tu l'as parfaitement positionné, expliqué, et je pense qu'en tout cas, ça nous parle à tous les deux, donc il n'y a pas de raison que ça ne parle pas à beaucoup de personnes. Mais cette notion d'intention, et je pense pas qu'aux sportifs, parce que je pense à des chefs d'entreprise, à des papas, à des mamans, qui on veut être en fait dans la vie. Je pense que c'est une excellente question à se poser, mais la fameuse liste dont tu parlais, écoute, moi je l'ai utilisée. Quand j'ai traversé les États-Unis, en 2015, ça fait longtemps maintenant, mais en tout cas, ça m'a marqué. Et cette liste, je l'avais préparée puisque j'avais passé une certification de coach professionnel en 2012, au bord du lac d'Annecy d'ailleurs, et je m'étais préparé cette liste. Et effectivement, quand tu as la réponse et quand tu es à un moment donné, tu es au bout du rouleau. Tu pédales depuis 4 jours, dans la nuit noire, tu sais même pas où t'es tellement fatigué, bref, t'es totalement désorienté, t'as envie d'arrêter. Et en fait, j'avais donné cette liste à mes équipiers, et quand ils me voyaient effectivement que j'étais pas bien, ils me lisaient par oreillette interposée les pourquoi j'étais là. Alors au début, et ça je le conseille régulièrement dans les différents podcasts, c'est qu'au début, effectivement, tu prends une feuille blanche, au début, pourquoi tu vas mettre une phrase, 2 phrases. Et puis tu vas dire, bon, c'est tout. Et puis le lendemain, tu vas revenir et tu vas compléter. Puis la semaine d'après, hop, et au final, tu as beaucoup, beaucoup de raisons d'être là, en fait. Tu as beaucoup de raisons d'être là, de faire ce que tu fais. Et ça, je te rejoins totalement dans les épreuves de longue distance, ou en tout cas dans un projet de vie. Ça peut même être un projet de vie. Les moments où tu te sens pas bien, où tu es en down, ça arrive quand tu fais du long. Tu trouves beaucoup, beaucoup de réponses à ces questions, et généralement, ça switch tout de suite. C'est-à-dire qu'en 15-20 secondes, tu retrouves OK, je sais pourquoi je fais ça, je sais pourquoi j'endure ça, et je sais où je veux aller. Donc cette liste, je comprends parfaitement. Et puis, je reviens un petit peu en arrière sur... Ça me fait sourire, mais tu as parfois des clients qui sont en excès de confiance, parce c'est vrai qu'on pense à la prépa mentale aux gens qui sont en recherche de confiance ou qui veulent se sentir bien dans leur tête. Et est-ce que des personnes qui sont en excès de confiance en ont conscience au point de se dire j'ai besoin d'être accompagné parce que là je déraille complètement? Alors oui, il y a des diagnostics qui sont l'excès de confiance. Oui, ça peut exister. Donc en gros, tu dis à ton client, en fait, t'as la grosse tête, je t'explique, t'as la grosse tête. Ouais, non, c'est pas forcément comme ça que je vais le dire, mais en fait, l'excès de confiance, qu'est-ce que ça va amener chez le sportif? Alors souvent, par exemple, ça peut amener à une activation qui n'est pas la bonne. Donc l'activation, c'est vraiment le niveau d'éveil physique et psychologique qui varie d'un continuum qui va du sommeil profond jusqu'à l'excitation intense. Et donc, quelqu'un qui va avoir un excès de confiance, potentiellement, il peut avoir une activation qui est trop basse avant une compétition, ou même pendant.
Donc, il n'est pas activé au bon niveau et donc il va arriver. Et puis, en fait, par excès de confiance, il n'a pas réussi à augmenter son activation et donc il va mettre une mi-temps à rentrer dans son match, par exemple. Et donc, souvent, on détecte l'excès de confiance par d'autres, on va dire, par d'autres biais, notamment par le biais de l'activation. Et c'est quand même bien de le détecter. Alors, il y en a d'autres qui vont avoir une activation qui est trop haute parce que justement, ils ont pas assez de confiance et donc ils sont un petit peu stressés. Donc, l'activation est trop haute. Ils arrivent, ils sont complètement épuisés avant même d'avoir commencé la course, quoi. Donc, oui, bien sûr, ça peut exister, mais c'est souvent, bien sûr, inconscient, non intentionnel. Et c'est une bonne question parce que la prépa mentale, c'est ce que je dis souvent. On n'a pas défini exactement ce qu'était la préparation mentale, mais le but, pour moi, in fine, c'est la connaissance de soi. C'est de se dire, OK, j'ai compris qui j'étais, comment je fonctionnais, et j'ai compris que potentiellement, je peux avoir un excès de confiance. Et c'est totalement OK. Je veux dire, il n'y a pas de souci à un moment donné à avoir ça. Et j'en ai conscience. C'est un questionnement permanent, hein, puisque qui je suis aujourd'hui Ça, sera différent de qui je suis la semaine je suis prochaine et de OK qui je avec suis ça. dans 6 mois. Par contre, je sais que ça peut me Ouais. jouer des tours. Donc, je sais quel outil je peux mettre en face. C'est-à-dire que je sais que j'ai cette petite tendance à avoir un excès de confiance. OK, pas de souci, je ne vais pas m'auto-flageller à me dire oh là là, catastrophe, etc. Non, non, je le sais. Par contre, je sais quel outil mettre en face pour, par exemple, réguler mon activation et le fait de l'augmenter un petit peu. Donc, par exemple, je vais, moi, regarder, je ne sais pas, moi, la fiche de tous les adversaires qu'il y a de l'autre côté et regarder leurs points forts pour pouvoir me repositionner dans une situation de gagnant-gagnant plutôt que de gagnant-perdant. Parce que c'est ça, hein, la situation d'excès de confiance, c'est une situation de gagnant-perdant. Donc voilà, il existe plein de techniques comme ça, mais c'est juste d'en avoir conscience et d'avoir une connaissance de soi. Très intéressant. Et je continue toujours dans mon questionnement, mais quel conseil ou quelle astuce tu utilises, quelle technique tu utilises face à un sportif qui vient te voir et qui vient de subir un échec? Alors après, l'échec est très personnel, hein, ça peut être juste de ne pas avoir gagné, de ne pas être finisher, de ne pas avoir fait le temps qu'on s'était fixé. Mais quelle technique, quelle stratégie? Est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée? D'ailleurs, ça pourrait être une question, ça, un accompagnement dans la prépa mentale sur une longue durée, sur une courte durée. Il y a peut-être deux questions en une, là, mais en tout cas, voilà, face à l'échec, quelle astuce on peut trouver pour faire que ce sportif ou cette sportive ressorte la tête de l'eau? La gestion de l'échec, c'est vraiment une part à part entière de la préparation mentale. On peut, on va dire, se préparer en amont, même avant l'échec, ou on peut le faire après, quand on a subi l'échec. Ça va vraiment dépendre des contextes et des personnes. Il y a plusieurs techniques de préparation mentale qui peuvent nous aider à ça. Il y a déjà toutes les techniques qui vont être autour de la gestion des émotions, parce que quand on subit un échec, il y a des émotions qui rentrent en jeu. Et donc, déjà, savoir gérer ses émotions, redescendre, des techniques respiratoires pour, on va dire, rééquilibrer ses systèmes nerveux et avoir l'esprit un peu plus clair, déjà, ça va être la première chose. Et ensuite, le but, c'est vraiment d'intégrer l'échec dans le processus d'apprentissage. En fait, l'échec, c'est une sorte de perception, en fait. Si je dois un petit peu simplifier les choses, la notion d'échec, c'est juste se dire OK, si j'échoue, je crois que ce qui va m'arriver aura plus de pertes que de gains. En gros, c'est ça, l'échec. Donc, le but, c'est aussi de changer la perception et de se dire, peut-être que l'échec, il y aura peut-être plus de gains que de pertes. Donc, on va aussi beaucoup travailler sur les changements de perception. Et pour faire ça, une des techniques, en tout cas, moi, j'utilise beaucoup, c'est de poser la question aux athlètes avec qui je travaille. OK, et si tu avais gagné, qu'est-ce qui aurait pu arriver de mal? On change la perspective, en fait. Si j'avais gagné mon match de tennis, ou alors, par exemple, on va prendre, il y a une coupe du monde de rugby, si on avait gagné tous les matchs de phase de poule, alors qu'en fait, on en a perdu 2, on est passé ric-rac, hein, qu'est-ce qui aurait pu se passer de négatif si j'avais tout gagné? Peut-être que je me serais jamais remise en question et que on n'aurait pas revu nos stratégies d'équipe et peut-être que on n'aurait pas fait ci, fait ça, et donc en fait, on aurait perdu en quart de finale. Voilà, peut-être. Et donc, le changement de perspective de qu'est-ce qui aurait pu se passer de mal si tu avais gagné, c'est une bonne chose à faire. Ou alors, en amont de l'échec, on peut très bien se dire, OK, alors si tu échoues, qu'est-ce qui peut se passer de pire? Et là, on le liste. Qu'est-ce qui peut se passer de pire, d'horrible, etc. Et en fait, on se rend compte que pas grand-chose. Et à partir de là, ça permet de repasser, on va dire,
avoir un socle lisse pour ensuite se dire: «OK, comment je rebondis? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place?» Et cetera et cetera. Après, c'est vrai que la notion d'échec, elle est assez personnelle C'est très aux gens, personnel, donc ouais, effectivement. disons que c'est une bonne approche. Je dirais, retrouver gérer ses émotions, retrouver son calme, son objectivité et puis ensuite, aller changer sa perception de l'échec, en détournant la question. Oui, parce que c'est vrai, souvent, juste après un échec qui est très personnel, on a tendance parfois, où on entend c'est bon, j'arrête tout. Voilà, j'arrête tout, c'est fini. Et là, il faut retrouver, comme tu l'as dit, un peu d'objectivité dans tout ça. Et à Oui, je le l'inverse, dis beaucoup, on a le droit d'avoir cette phase-là, en fait. On vit dans une, moi, je dirais, société où tout doit aller vite, tout va vite. Donc il y a plus, trop la place à des deuils, courts, enfin longs. On veut que ce soit court, il faut rebondir, tu te rends compte, il faut jamais abandonner, allez, go, faut tourner la page. Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Oui, OK, bien sûr, mais par contre, peut-être que pour toi, en tant que tel, tourner la page, c'est un peu plus long et donc il y a aussi une, acceptation du temps long, acceptation de la digestion, du deuil et ça, c'est quelque chose que je travaille énormément parce que chez certaines personnes, bien sûr, ça peut aller très vite. Chez d'autres, aller vite, c'est aller droit dans le mur. Donc voilà, il y a aussi tout ça qui rentre en jeu. et à l'inverse, là, je t'ai posé la question, quelle technique tu utilisais avec une personne qui était face à un échec ou qui venait de subir un revers. Mais quelles peuvent être les techniques quand tu reçois une personne qui, justement, est en plein succès pour pas qu'il aille justement dans cet excès de confiance, il y a probablement aussi des techniques pour garder cette objectivité. Donc quelqu'un que tu reçois, que tu as l'habitude de suivre ou pas, qui est en plein succès, tout fonctionne, ses objectifs sont atteints d'année en année ou d'épreuve en épreuve, mais il a néanmoins conscience qu'il en est là grâce à un accompagnement mental. Quelle stratégie tu vas plus mettre en avant qu'une autre? Je dirais que ça va dépendre de la personnalité que j'ai en face de moi, mais la base, c'est toujours de stabiliser le statut gagnant-gagnant. Donc il y a 3 grands statuts, hein, dans la prépa mentale. Il y a le statut, perdant-gagnant, donc on se situe perdant, et on met l'autre gagnant. Ça, c'est plutôt quand on est en une confiance en soi un petit peu diminuée et cetera. Il y a le statut, gagnant-perdant, plutôt excès et c'est vraiment de toujours arriver à maintenir le statu quo de gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, OK, j'ai gagné, ce match-là et c'est des par exemple, je pense aux tennisman qui le font très bien, les plus grands, Federer, Nadal, Djokovic. Eux, ils ont la capacité à toujours se replacer dans un statut de gagnant-gagnant. C'est-à-dire: «Oui, j'ai gagné, par contre, mon adversaire était extraordinaire et j'ai eu aujourd'hui probablement, un peu de chance, un peu de réussite, du talent, du travail bien entendu, mais lui, et c'est marrant parce qu'en interview, ils le font très bien. Ils vont dire: «Mais oui, mais vous avez vu son revers, il était incroyable aujourd'hui. Franchement, il m'a fallu beaucoup d'efforts pour le contrer» et cetera. C'est aussi savoir reconnaître ses qualités, reconnaître ce qu'on est, mais aussi avoir conscience et reconnaître les qualités des autres et ça, c'est quelque chose qui se prépare en amont, hein, avant une compétition. OK, tu viens de gagner, par contre, là, on va se reposer pendant 1 heure. OK, on va dire toutes tes qualités aujourd'hui, tout ce que tu maîtrises, tout ce que tu ne maîtrises pas encore, parce que on ne maîtrise jamais tout, et tout ce que ton adversaire du jour ou tes autres adversaires maîtrisent, et tout ce que potentiellement, vu qu'ils ont échoué, ils se sont remis en question, et donc tout ce qu'ils ont pu améliorer et qui peuvent te poser problème. Et ça permet de rééquilibrer tout de suite le statut. Et du coup, est-ce que tu as vraiment une métrique qui te permet de mesurer les progrès accomplis chez les athlètes que tu accompagnes? Comment est-ce que... Enfin, tu vois, dans cette société, tu le dis hyper bien, c'est hyper intéressant, hein, mais on est dans une société qui va très vite, qui est très axée sur la performance et très axée sur la métrique. Est-ce que toi, c'est des choses que tu suis ou est-ce que c'est plus du domaine du ressenti? Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Ouais, il y a les 2. Alors, c'est quelque chose qu'on peut suivre, hein, parce qu'on va faire des fiches bilan pour connaître, notamment, les outils, par exemple, que l'athlète réussit à utiliser, à activer. Les fiches, ça va nous permettre de comprendre ce que les outils peuvent leur apporter et cetera. On va pouvoir aussi créer des échelles, par exemple de 0 à 10. Et puis, on fait passer des tests en prépa mentale, souvent en tout début d'accompagnement, des tests type TOPS, OMSAT,
CSI2 par exemple, ce sont des tests typiques en prépa mentale. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire repasser à un moment donné de l'accompagnement, au milieu, à la fin, pour pouvoir comparer, on va dire, de manière très numérique, les progrès. Donc ça, c'est possible. Après, il y a aussi bien sûr des termes de ressenti. Et dans la prépa mentale, c'est de l'optimisation de la performance, mais aussi de l'optimisation du bien-être. Donc un bon facteur, c'est aussi note ton bien-être de 0 à 10. Voilà. Il y a des athlètes que je suis depuis quelque temps qui sont arrivés dans un état de performance optimal, mais dans un état de mal-être optimal également, si je puis dire, et qui 2 ans plus tard sont dans un état de performance qui est moins bon, parce que plein de raisons, mais par contre dans un état de bien-être bien meilleur dans leur pratique. Et donc ça, c'est un vrai facteur également. Donc il va y avoir le facteur de la performance. J'ai fait évoluer mes performances, j'ai réussi une course à laquelle j'ai échoué à mes 3 dernières tentatives, mais ça peut être aussi, je ressens beaucoup plus de bien-être dans ma pratique et beaucoup plus d'équilibre. Parce que aussi, dans la prépa mentale, on fait beaucoup de rééquilibrage entre ma vie d'athlète, ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Et il y a aussi des rééquilibrages qui peuvent se faire au détriment potentiellement aussi de la performance, mais en optimisant le bien-être. Et là, on a tout réussi quand même en prépa mentale. Donc, disons que ça se joue sur les 2 tableaux, quoi. Je dirais, on peut questionner sur la performance, sur le bien-être. Voilà, on peut questionner sur les 2. Il peut y avoir des progrès des 2 côtés. Très clair. Et qu'est-ce que tu donnerais si tu devais donner un conseil à un ou une athlète qui ne fait pas encore de prépa mentale, mais voudrait s'y mettre, que ce soit, tu vois, comment choisir son préparateur ou sa préparatrice, est-ce qu'il y a une façon de bien arriver, de se préparer à ce qu'on va recevoir en préparation mentale, un peu quelqu'un qui en a jamais fait, qui n'a jamais eu cette chance, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je dirais de se lancer tout simplement et de trouver le bon praticien. Ça, tu l'as dit, c'est hyper important. Dans le sens où, comme tout thérapeute... Alors, comment trouver le bon praticien ? Comment est-ce qu'on trouve le bon praticien ? C'est quoi ? C'est lors du premier rendez-vous ? C'est au bout de 5 séances ? C'est une recommandation ? C'est un feeling ? Comme dans tout thérapeute ou toute relation humaine, on ne va pas être ami avec tout le monde. Enfin, voilà, on ne va pas tomber amoureux de tout le monde, par exemple. Et ben, c'est un peu pareil avec son thérapeute. Il y a des gens qui viennent me voir en me disant « Oui, j'ai essayé, je suis allée voir l'hypnose, ça n'a pas du tout marché, etc. » Et quand je creuse, en fait, je me rends compte qu'en fait, ça n'a tout simplement pas matché entre 2 personnes. Et c'est complètement normal. Moi, je ne prends jamais personnellement, je ne prends jamais mal quand, après 1 ou 2 séances, quelqu'un me dit « Bon, en fait... ça va pas fonctionner et je vais partir, voilà, peut-être tester d'autres choses. Il y a absolument aucun souci parce que c'est aussi une notion moi je dis souvent que le monde est vibratoire, c'est aussi une notion de vibration. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça vibre à la même, voilà, à la même tonalité? Voilà, c'est hyper important. Donc je dirais ne pas s'arrêter sur un thérapeute avec lequel ça n'a pas fonctionné et faire des essais. Donc un des bons moyens, c'est de faire des essais. Si vraiment on a envie de faire de la préparation mentale et que ça marche pas du premier coup, c'est de tester des choses, tout simplement. Et quand on a trouvé le bon thérapeute, alors c'est quelque chose qui se sent quand même, hein, je le pense, il faut savoir se faire confiance par rapport à ça, c'est de se dire j'intègre vraiment la préparation mentale dans mon entraînement. C'est que je ne vois pas je vois la préparation mentale comme la notion d'un travail. Comme je vais à l'entraînement, je vais faire du 100 mètres, et ben je vais travailler je vais faire mes gammes tous les jours alors que ça m'embête. Je vais faire mes sprints alors que je déteste ça. Et ben là, c'est un peu pareil. La préparation mentale, il y a une notion de répétabilité. Si tu veux ancrer des choses, changer des chemins dans ton cerveau, aller au-delà de tes croyances limitantes, etc., ben, il y a une notion de travail, de répétabilité. Je vais, moi, entraîner mon cerveau à faire quelque chose. Il faut créer des automatismes. Donc, il faut vraiment... Beaucoup de ce travail se fait entre les séances. Hein. De mémoire, tu as ce que tu fais dans la séance, mais le gros du travail se fait entre les rendez-vous que tu as avec ton préparateur ou ta préparatrice. Ouais, c'est ce que je dis. Alors, et puis c'est aussi une question de moyens. Hein. La préparation mentale, en moyenne, c'est à peu près 60 € de l'heure. À peu près, voilà, ça va on va dire en moyenne. Donc, il faut être en adéquation aussi avec son budget. Donc, si c'est une séance de préparation mentale dans le mois, parce que il n'y a que ça aujourd'hui que je peux, entre guillemets, avoir, et ben il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'entre
moi, je peux refaire et encore ma technique. C'est ce que je dis. On passe parfois 1 heure à scroller sur Instagram. Et ben, on peut passer 10 minutes quand on fait sa vaisselle à fermer les yeux et à faire de l'imagerie mentale. On peut passer 5 minutes à faire de la cohérence cardiaque, passer 10 minutes à prendre une feuille, un papier et à se noter encore et encore mes pensées boucliers, etc. Ça, il faut vraiment l'intégrer, que ça reste un travail, ça reste une répétabilité qu'il faut faire. Et aujourd'hui, une personne qui vient te voir, c'est quoi le process moyen ? C'est-à-dire que la durée moyenne d'une préparation mentale, alors un one-shot, très clairement, ça ne sert à rien. Peut-être même qu'un trimestre ne sert à rien. Tout dépend où se situe l'athlète ou la personne, en tout cas. Mais est-ce qu'il t'est arrivé parfois de dire à une personne, là, je pense que tout va bien pour toi. C'est pas que je peux plus rien t'apporter, parce qu'on peut toujours apporter une personne, mais là, tu es parfaitement équilibré. C'est quoi la vie d'un client, on va dire, tu vois, la vie d'un coaché, je sais pas comment tu les appelles, mais... C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on voit beaucoup la préparation mentale comme on a un problème, donc on fait de la préparation mentale. Or, la préparation mentale, c'est pas forcément que quand on a un problème. D'ailleurs, quand on a un problème, c'est presque trop tard. C'est exactement comme j'ai une carie, c'est trop tard, hein. Faut mieux aller voir le dentiste en prévention. C'est un peu la même chose. Pour optimiser la performance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va répéter maintes fois un geste. On aura le beau le répéter 150 fois, le gain, il va être marginal au bout d'un moment. Par contre, le gain mental qu'on peut avoir pour optimiser sa performance, elle est exponentielle. Donc, moi, j'ai des personnes qui viennent me voir, qui sont totalement équilibrées dans leur pratique, qui n'ont aucun ce qu'on appelle entre guillemets problème, donc qui vont pas avoir de soucis motivationnels, de confiance en soi, etc., mais qui viennent me voir quand même pour mettre en place des techniques pour quand même optimiser leur performance. C'est-à-dire, on va écrire ensemble des routines de performance, on va modéliser une course, on va faire de la préparation mentale sur un geste très précis, très technique, on va répéter encore et encore mentalement, puisque aujourd'hui le cerveau, il fait pas la différence entre quelque chose qu'il a réellement fait et quelque chose qu'il a imaginé. Donc, ça peut être purement de l'optimisation de performance. Donc, moi, en soi, si la personne souhaite toujours optimiser sa performance, je peux lui dire, viens me voir indéfiniment. Après, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le premier cas de figure, c'est je vais prendre très régulièrement des séances, 1 fois par mois, 2 fois par mois, et puis je vais travailler comme ça au long cours. Et puis à un moment donné, j'en ressentirai moins le besoin, donc je viendrai moins te voir. Par contre, 3 mois plus tard, ils reprennent une séance parce qu'ils ont besoin de reposer, de remettre sur le papier, d'extérioriser des choses, et c'est très bien. Et puis il y en a d'autres qui vont venir me voir aussi parce qu'ils ont une compétition bien précise en tête. Et ils se disent, OK, je vais prendre 4 séances pour optimiser cette course-là, pour faire en sorte qu'elle se passe le mieux possible. Et donc, elles ont décidé que ce serait 3-4 séances et on va se focaliser que sur cet objectif-là. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre, soit c'est vraiment de l'optimisation pure, hein. Et je répète, on n'est pas obligé d'aller en préparation mentale parce qu'on a un problème. Certes, mais est-ce que l'on peut faire de la prépa mentale quand on n'a pas d'objectif ? C'est une question difficile, c'est moi-même une question que je me suis beaucoup posée, c'est est-ce qu'on peut faire de la prépa mentale quand on n'a pas d'objectif ? Il y a des personnes qui viennent me voir sans forcément avoir un objectif précis. D'ailleurs, la préparation mentale, ça dépasse parfois le cadre du sport, hein. C'est-à-dire que ça peut être appliqué à la vie, tu l'as très bien dit, d'un entrepreneur, d'une entreprise, de quelqu'un qui juste a testé plein de types de thérapie, je dirais, alternative, parce que il y a quelque chose qu'elle sent, qu'elle ose pas faire, par exemple, et qu'elle aimerait, enfin bon, bref. Et donc, ils veulent venir tester ça. Et donc, ça marche tout à fait. Ça peut être vraiment, au lieu de l'optimisation de la performance et un objectif, ça peut être de l'optimisation du bien-être dans sa vie, hein. Ça marche tout à fait aussi, hein. En tout cas, c'était hyper intéressant. On arrive sur la fin du podcast. Camille, je ne sais pas, peut-être que tu as une question supplémentaire ou un message ou une remarque. J'ai plus de questions, c'était très riche, hyper clair. Moi, j'en ressors grandi en TA pour de vrai. C'est hyper intéressant et c'est vraiment quelque chose, je pense, auquel je vais beaucoup repenser dans les jours à venir. Donc, merci pour ça. Et voilà, je pense que si vous avez écouté ce podcast jusque-là, vous l'avez compris, la prépa mentale, c'est un processus qui est continu, qui évolue. C'est un voyage très personnel qui va vous demander du temps, de la pratique, de la persévérance, un peu comme l'ultra-distance, quoi. Et moi, je trouve que ce domaine est
passionnant. J'espère que voilà, vous aurez l'occasion de tester. Et je rappelle que Antea est sur Annecy pour les Annecyens. Je pense qu'on dit comme ça, qui nous écoutent, parce que moi, je suis pas très loin de toi. Et voilà, je pense que je vais venir te voir parce que là, je vais digérer ça. Et puis après, je viens te voir et puis on pourra en reparler. Donc, merci beaucoup, Antea. Avec plaisir. C'est vrai, un plaisir de vous parler. On est tous dans cette région Rhône-Alpes très clairement. Moi, je reviens un petit peu. On va faire un petit peu d'ultra talk. Voilà, on va faire un peu d'inspiration. Qui est-ce qui t'a inspiré avant le Covid pour en faire ton métier ? Enfin, ça peut être une lecture, ça peut être un film, ça peut être une rencontre. Qui t'a fait dire à un moment donné, je veux être préparateur mental. C'est une bonne question. Préparatrice mentale, excuse-moi. Préparatrice mentale. Ouais. Non, c'est une très bonne question. Je pense que pendant le Covid, il y a eu beaucoup de choses bien sûr, sur l'utilité. On s'est rendu compte que les métiers de soins, entre guillemets, sont des métiers utiles et essentiels à la nation aujourd'hui. Et j'ai vu aussi beaucoup de gens qui c'était difficile pendant cette période et qui n'avaient pas forcément les outils en face pour faire face et qui il y avait un déséquilibre entre la perception de leurs ressources par rapport à la situation, alors qu'en fait, ils avaient les ressources au fond d'eux pour y faire face. Et je dirais que c'est ça qui m'a fait me dire, OK, peut-être que à mon échelle, à ma moindre échelle, s'il y a déjà 1 ou 2 personnes qui, à un moment donné, a réussi à faire mieux face à tout ça, bon, ça sera déjà très bien. Mais je dirais que j'ai pas eu forcément de mentor. Alors après, j'en ai eu par la suite parce qu'après, je suis allée faire des études, et cetera, et j'ai rencontré des professeurs juste incroyables à l'université de Lille, notamment Yancy Dufour, qui est voilà, un des précurseurs dans la préparation mentale et qui a une vision que moi, j'ai aussi adorée dans la préparation mentale. Parce que souvent on associe préparation mentale à gourou un petit peu. Or, c'est pas nous qui performons, c'est pas nous qui allons faire une course, etc. Donc en fait, on n'est personne dans la performance. On est juste, on va dire, des accompagnateurs, etc. Donc j'ai beaucoup aimé l'approche de la, disons que de la mise en retrait de presque ce qu'on fait pour laisser place à l'individu qui est en face de nous. Et en ça, je trouve ça hyper, moi, ça m'a beaucoup inspirée et aujourd'hui, mon mentor, ça reste ce type de pensée, ce type de professeur où je vais jamais mettre en avant les athlètes que je suis. D'ailleurs, j'en cite jamais parce que genre, j'y suis pour rien, en fait, dans leur performance. C'est eux qui le font, c'est eux qui font le travail mental, etc. Donc ça, c'est plutôt ça qui m'a, on va dire, qui sont aujourd'hui mes mentors. C'est plutôt ce courant philosophique de la préparation mentale, notamment bien ancré à l'université de Lille, là, que je recommande. Mais c'est la bonne approche. Hein. C'est la bonne approche. Et tu parlais de gourou et ça m'amène à une dernière question que je vais te poser. C'est est-ce que tu as regardé aussi et quelle était la perception de la préparation mentale à l'étranger ? Est-ce que tu es en contact avec d'autres préparateurs mentaux à l'étranger qui, eux, généralement, notamment les anglo-saxons, ont depuis bien longtemps compris qu'il fallait l'intégrer très rapidement dans la performance et dès le plus jeune âge. Donc voilà, est-ce que tu regardes aussi ce qui se fait à l'étranger ? Est-ce que tu as des contacts ? Est-ce que tu as des clients peut-être ou... Alors, j'ai pas de contact vraiment purement de préparateurs mentaux à l'étranger. Alors, il faut savoir que nous, on a créé en France, avec d'autres préparateurs mentaux, on a créé l'Institut de la haute performance, qui est en fait un institut pour parce que quand on est un psychologue, on va avoir un autre psychologue pour parler de ses cas, etc. Il n'y a pas du tout de supervision en préparation mentale. Et nous, on a créé de la supervision en prépa mentale. C'est-à-dire que tous les 15 jours, on se réunit, on crée de la supervision pour échanger sur nos cas, etc. Donc ça, moi, je l'ai beaucoup en France, je peux beaucoup échanger. Je ne l'ai pas forcément avec des préparateurs mentaux internationaux. Par contre, à l'international, et notamment, comme tu l'as dit, aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, c'est acquis qu'il faut des psychologues du sport, qu'il faut de la préparation mentale. Par exemple, aux derniers Jeux Olympiques, rien que l'équipe d'athlétisme américaine, il y avait 18, juste pour l'équipe d'athlétisme, 18 psychologues du sport pour les accompagner. C'est énorme, c'est-à-dire que la fédération a compris qu'il fallait investir, mettre ça, etc. Dans la fédération française, il y a eu une psychologue du sport qui a été envoyée dans les derniers Jeux Olympiques. Donc, il y a vraiment je pense que tu as tout résumé. Tu as tout résumé sur ma question. Ouais, très clairement. Très clairement, il y a un gap énorme. Ouais. On arrive sur la fin de l'épisode. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ? Ou est-ce que tu, à travers cette conversation, et je rejoins Camille, passionnante, partager tout ce que tu avais à nous partager ?
Écoutez, pour moi, la préparation mentale, c'est un puissant fond de discussion parce qu'il y a autant, je dirais presque d'histoire qu'il y a de gens. J'adore l'idée qu'un outil qui puisse être l'outil révolutionnaire pour quelqu'un, puisse être un outil complètement anodin pour quelqu'un d'autre. Ça permet tout le temps de se remettre en question également sur ce qu'on fait. Donc j'ai envie de dire, il faut explorer et laisser place à son imagination parce que les outils aussi de préparation mentale, on peut en créer tous les jours. C'est de la co-construction avec les personnes avec qui je travaille. On peut en créer, on peut imaginer. Donc c'est un terrain exploratoire sans fin. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Bon, en tout cas, un grand merci pour ta disponibilité. Je pense que tout le monde, toutes les personnes qui ont écouté cet épisode ont bien compris, la prépa mentale est bien plus qu'un simple outil, que ce soit pour les athlètes, mais je dirais toutes les personnes. C'est une ressource puissante qui peut aider chacun d'entre nous à atteindre ses objectifs, surmonter ses obstacles, que ce soit dans sa vie professionnelle, personnelle et sportive, pour qu'elle soit bien plus épanouie. Donc un grand merci à toi pour ta disponibilité. C'était un épisode hyper inspirant. Où est-ce qu'on peut te contacter, Antea ? On peut me contacter sur les réseaux sociaux, notamment via Instagram où j'ai un compte. Donc avec plaisir pour répondre à des questions ou des demandes par ce biais-là. Bon, je pense que tu en auras quelques-unes. En tout cas, si vous avez trouvé cet épisode inspirant, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à l'envoyer par WhatsApp à vos amis si vous estimez que cette personne a besoin d'un accompagnement ou juste pour lui partager cet épisode inspirant. Vos retours sont précieux. Avec Camille, on est toujours à l'écoute des directions que vous nous donnez pour justement construire ces différents épisodes. Et puis merci pour votre fidélité. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste. Merci beaucoup et portez-vous bien.